Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une transformation stratégique absolument majeure pour l'industrie spatiale européenne. Une histoire qui, et c'est assez surprenant, ne commence pas dans un laboratoire high-tech, mais dans la Grèce antique. Voilà la question qui va nous servir de fil rouge. Elle a l'air un peu décalée, c'est vrai, mais la réponse en fait en dit très long sur l'ambition de l'Europe pour son futur dans les étoiles. Alors, c'est quoi ce fameux lien? Eh bien, le voilà. D'un côté, on a Thalès de Milet, un sage de la Grèce antique. Il observait les étoiles pour comprendre le monde, pour prédire des événements. Et de l'autre, on a le groupe Thalès, qui porte son nom et qui aujourd'hui veut maîtriser l'espace. Le parallèle est quand même frappant, non? Dans les deux cas, on parle de vision, de prédiction et surtout de l'ambition de façonner le futur. Mais cette ambition, elle ne sort pas de nulle part. Il faut bien comprendre que l'espace, aujourd'hui, ce n'est plus seulement un terrain de jeu pour l'exploration scientifique. C'est devenu une arène critique où les grandes puissances mondiales s'affrontent pour la supériorité stratégique. Et si on regarde la carte du monde spatial, on voit bien deux blocs se dessiner. Il y a les États-Unis qui dominent avec des géants super intégrés comme SpaceX, et il y a la Chine qui avance à pas de géant grâce à un soutien massif de l'État. Et l'Europe dans tout ça? Eh bien, ses forces sont trop dispersées, fragmentées entre plusieurs acteurs. C'est une faiblesse et il y a donc ce besoin urgent de créer ce qu'on appelle une masse critique pour pouvoir peser dans la balance. Cette phrase, elle résume tout. Elle vient d'un ponte de l'industrie et elle est très claire. Ça veut dire que les satellites sont devenus le système nerveux de nos armées. Communication, navigation, renseignement, tout passe par là-haut. Avoir sa propre autonomie dans ce domaine, ce n'est plus une option, c'est une nécessité vitale. Donc, face à ce défi immense, que faire? La réponse est audacieuse. 3 des plus grands noms de l'industrie européenne, d'habitude concurrents, ont décidé de faire quelque chose de radical. S'allier. C'est une décision vraiment historique qui va tout changer. Alors, qui est dans cette Dream Team? On a d'abord Airbus, le grand spécialiste des satellites d'observation et de communication. Ensuite, Thales, qu'on pourrait voir un peu comme le cerveau de l'opération, celui qui fabrique les équipements de haute technologie et les systèmes au sol. Et enfin, l'italien Leonardo, qui est un expert de l'intégration des systèmes et des services en orbite. Leurs compétences s'emboîtent parfaitement comme des pièces de puzzle. Et cette opération spectaculaire, elle a un nom de code, Projet Bromo. L'objectif est simple et ambitieux. Créer un champion européen unifié, une seule grande entité souveraine, capable de tout faire de A à Z, concevoir, construire et opérer les systèmes de satellites les plus complexes. D'accord, mais concrètement, ça représente quoi ce nouveau titan? Essayons de visualiser son ampleur. Les chiffres, vous allez voir, sont assez vertigineux et montrent bien l'échelle de l'ambition. 25 000, c'est le nombre total de personnes qui travailleront dans cette nouvelle entreprise. C'est un capital humain absolument immense. On parle d'une concentration de talents, d'ingénieurs et de techniciens parmi les meilleurs du monde. Côté argent, on parle d'un chiffre d'affaires annuel projeté de 6,5 milliards d'euros. C'est une puissance de feu financière énorme et c'est indispensable pour pouvoir investir massivement dans la recherche et l'innovation pour ne pas se laisser distancer. Et pour que tout ce monde s'entende, la répartition du capital a été pensée pour être très stable. Airbus aura la plus grosse part, mais Thales et Leonardo seront quasiment à égalité. C'est un vrai partenariat équilibré, pas une prise de contrôle. Bon, sur le papier, le projet est magnifique. Mais dans la vraie vie, évidemment, fusionner 3 colosses pareils, ce n'est pas une mince affaire. Le chemin est encore long et il y a pas mal d'obstacles à surmonter. Le calendrier, c'est celui d'un marathon. La première étape, la signature d'un premier accord, est franchie. Maintenant, il faut le feu vert des autorités de la concurrence à Bruxelles. Et après ça, le plus dur commence, l'intégration. Il va falloir faire travailler ensemble des milliers de personnes qui viennent de cultures d'entreprises différentes, en France, en Italie, en Allemagne. L'objectif, c'est que tout soit opérationnel d'ici 2027. Et les obstacles majeurs, on peut les classer en 3 catégories. D'abord, la gouvernance. Comment piloter un navire avec les intérêts français, italiens et allemands à bord? C'est un équilibre délicat à trouver. Ensuite, la concurrence. Il faut s'assurer que ce géant n'écrase pas les petites entreprises innovantes du secteur. Et enfin, le plus grand défi peut-être, s'adapter à un marché qui bouge à une vitesse folle, avec les constellations de petits satellites et l'intelligence artificielle qui changent toutes les règles. Et tout ça, ça nous ramène à notre point de départ. On a vu la stratégie, les acteurs, les défis, mais au fond, qu'est-ce que cette alliance signifie vraiment pour la place de l'Europe dans la conquête spatiale de demain? On a commencé avec Thalès, le philosophe, celui qui le premier aurait prédit une éclipse. Il a lu l'avenant dans le ciel. Aujourd'hui, Thales, l'entreprise, avec Airbus et Leonardo, ne veut pas juste prédire l'avenir de l'espace, mais carrément le construire.
La grande question, c'est de savoir si cette consolidation massive donnera enfin à l'Europe les moyens de ses ambitions. Pourront-ils, comme leur lointain homonyme, non seulement observer les étoiles, mais aussi y tracer une nouvelle voie? Ça, seul l'avenir nous le dira.